Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi et que vous êtes prêts parce qu'on va avoir une super émission. On va revenir sur la notion de est-ce que c'est le bon moment ou pas? Est-ce que nous sommes dans quelque chose qui est très intéressant, une opportunité au niveau des cryptos et en quoi la macroéconomie nous indique que oui, je vous spoil un peu, oui, on est dans un très grand moment, on va avoir certainement des grosses opportunités qui vont arriver, il faut comprendre ce qui est en train de se passer sur les cryptos, sur Bitcoin, mais aussi sur la macroéconomie, parce que la macroéconomie en elle-même est dans une forme d'incertitude qui est excessivement propice aux cryptos, et je vais vous expliquer tout ça de façon simple et pas à pas, donc on va commencer tout de suite. Mais avant, on va juste faire un petit écart parce qu'on a eu une nouvelle au niveau de l'AMF. L'AMF a blacklisté BitGet, donc on fait attention. Il menace de bloquer la plateforme, donc on fait encore une fois attention. S'il bloque la plateforme, ça veut dire qu'on n'aura plus accès à BitGet, sauf si vous utilisez un VPN. Ça, c'est valable uniquement pour les Français. On rappelle que l'AMF, c'est une entité française, et justement, ils ont déjà blacklisté par exemple Bybit. Bybit, on y a toujours accès. Oui, on ne peut plus s'inscrire, c'est sûr en tant que Français, mais ceux qui sont sur Bybit continuent à l'utiliser, ils n'ont pas de problème. Donc encore une fois, on prend un peu de recul. Moi personnellement, j'utilisais BitGet et j'utilise toujours BitGet. J'ai juste transféré une partie de mes fonds sur BingX et ZoomX, qui sont les autres exchanges que j'utilise, et je suis un fervent défenseur d'utiliser plusieurs exchanges tout simplement pour couvrir sur ces typologies de risques et ne pas me faire avoir. Encore une fois, on fait toujours très attention. La gestion du risque est primordiale. En commentaire en description, vous avez les liens si ça vous intéresse pour transférer vos capitaux. On va commencer et revenir sur cette notion réellement de macroéconomie. Alors, on va parler crypto, on va parler Bitcoin, oui, mais il faut commencer par l'économie. On va faire un point rapide, vous allez voir que c'est très intéressant. Et on va commencer par la nouvelle du chômage. Alors, il faut comprendre juste deux choses. C'est que tout le marché, crypto confondu, attend une chose: la baisse des taux directeurs de la Fed. Clairement, c'est ce qui est attendu. Et je vais vous répondre pourquoi ça va arriver et pourquoi ça va arriver dans la bonne situation et pourquoi le chiffre que l'on a eu hier du chômage est très important et pourquoi ça change quand même pas mal de choses. Je vous explique tout. Donc déjà, il faut comprendre deux choses. C'est que Jérôme Powell, le directeur de la Fed, attend, un, que le chômage ne monte pas, et deux, donc sous-entendu, le chômage ne monte pas et donc que l'économie aille bien, que l'économie se porte bien, et deux, que l'inflation descende. D'accord? C'est son objectif. C'est de stabiliser l'inflation, de stabiliser tout ce qui est en train de se passer. Et donc, là-dessus, on va avoir vraiment un travail très très fort au niveau de Jérôme Powell. Et c'est un petit peu les analyses que l'on va avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important et pourquoi c'est très positif au niveau de l'économie. Déjà, il faut comprendre que la finance traditionnelle n'a pas l'habitude de la situation qu'on est en train de voir, parce que c'est quelque chose qui est anormal, c'est quelque chose qui n'a pas, en fait, de fractalité, donc ça veut dire qu'on n'a rien sur lequel on peut se raccrocher. Donc les analystes sont totalement paumés, et je vais vous expliquer pourquoi c'est positif, et vous allez voir qu'il y a une super opportunité pour les cryptos dedans. Donc première chose, S&P 500 trop, c'est quelque chose qu'on revoit systématiquement. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'économie américaine, avec un taux directeur à 5,5, se porte aussi bien. Pourquoi on aligne les semaines, les mois toujours dans le vert, alors qu'on a une crise de liquidité, alors qu'on a une problématique financière? Parce que, tout simplement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, ou en tout cas, on n'a plus l'habitude et on oublie des choses. Oui, on est dans une crise inflationniste. Oui, on est dans une crise de financement des banques américaines. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'on a la Fed qui est derrière. On a la Fed qui a assuré les banques régionales. Et ils l'ont montré justement en mars qu'ils ont la capacité de pouvoir rallumer la planche à billets s'il y a le moindre souci. Donc tout simplement, on a retiré la notion de peur, on a retiré cette notion de risque. Et à côté, l'économie américaine continue à se porter bien. Merci principalement au Nasdaq, merci à la bulle autour de l'intelligence artificielle, je pense que ça va continuer, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. L'autre chose, c'est que on n'a pas l'habitude. La finance traditionnelle se dit ce n'est pas normal. Nous avons une inversion de la courbe des taux, quelque chose dont je vous ai parlé plusieurs fois, et qui est en effet signal normalement de la mise en place d'une récession. Sauf que il n'y a pas de récession, et pourtant on reste depuis 3 plombes en dessous dans un taux négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'il y a une incertitude du marché court terme sur ce qui est en train de se passer aux USA. Ça peut être lié à l'instabilité géopolitique, à l'instabilité politique aux USA avec les élections, et ça peut être aussi lié à la complexité que l'on peut avoir au niveau de la baisse de l'inflation. Parce que l'inflation, clairement, n'arrive pas à baisser. Quand on regarde un petit peu là, on voit que le niveau des 2% qui se trouve ici, on est quand même loin. On n'arrive pas à baisser malgré le fait qu'on ait des taux directeurs qui restent là-dessus. On maintient des niveaux au-dessus de 3%. Mais encore une fois, qu'est-ce qui définit que les 2% sont le niveau à atteindre?
tout simplement, c'est une norme que la finance traditionnelle s'est imposée à un moment donné, mais on peut très bien fonctionner avec du 3% d'inflation. Et je pense que dans les années à venir, c'est plus ou moins ce qui va être statué. Donc, pour moi, l'inflation, il n'y a pas forcément de gros sujets. Et quand on regarde l'inflation qui est en train de regarder, de toute façon, Jérôme Powell, ça va être ici le PCE Core Inflation, on voit qu'on est à 2,8 en janvier 2024 et on doit être dans les alentours de 2,6, 3% actuellement si on regarde sur le premier trimestre de 2024. Donc on est dans un objectif où, oui, on arrive à stabiliser, on est dans une forme de respiration, mais qui est tout à fait logique. La deuxième chose qui est en train de regarder Jérôme Powell, c'est justement ce taux de chômage. Taux de chômage qui est ce qu'on a découvert hier, on est à 3,8. 3,8, ce qui est plutôt positif, qui n'est pas transcendant dans le sens où on n'a pas descendu en dessous de 3,6, c'est-à-dire qu'il aurait fallu casser ce niveau-là pour se dire qu'en effet on était vraiment dans une inversion de tendance, mais non, on est plus dans une forme de tendance haussière, ok, mais surtout on achète du temps. On achète du temps sur quoi? On achète du temps pour offrir de la respiration à l'économie. Parce que tout simplement, plus on gagne du temps, plus l'économie américaine est résiliente, plus on a une capacité à pouvoir baisser l'inflation. Plus on a une inflation qui est basse, plus on fera le pivot dans des bonnes conditions. Pivot de la Fed étant le fait de diminuer les taux d'intérêt directeurs. Clairement, le marché n'attend que ça, et je peux vous dire que lorsque ça arrivera, on aura une réaction du marché. On aura une réaction du marché qu'il va falloir saisir, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, vous inquiétez pas, mais on aura un impact qui sera très très fort. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à côté, on a un intérêt qui est en train de se faire, encore une fois, au niveau des obligations américaines, donc un taux qui est en train de remonter au niveau des obligations, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt sur le dollar à investir, on a les bonds qui sont actuellement très intéressants, donc on est toujours dans une crise des bons au trésor américain, parce que quand on a, je vous le fais simple pour pas rentrer trop dans le détail, mais quand on a en fait un intérêt à détenir des bons au trésor récents, ça sous-entend qu'on va vendre ceux qui étaient beaucoup moins rentables, qui étaient dans ces alentours-là, où les bons au trésor récupéraient 2%, maintenant on a 4,5%, bon, on va prendre ceux à 4,5%, donc forcément on vend au marché secondaire ces bons au trésor, on fait chuter le prix, et ainsi de suite. Bref, ça veut dire que on a les banques qui sont dépendantes de la Fed parce qu'elles détiennent des bons au trésor potentiellement ici à 2%. Donc des bons au trésor qui ont diminué de valeur, qui sont moins intéressants. Et ça, plus le temps va durer, plus ce risque va disparaître. Et comme je vous dis, on achète quoi? On achète du temps. Le fait que l'économie américaine maintienne sa capacité à pouvoir garder un taux de chômage bas, à maintenir ici un S&P 500 à la hausse, nous montre qu'on achète du temps. Donc ça veut dire qu'on est plutôt positif sur l'économie américaine. Donc il n'y a pas de risque pour l'instant structurel. Surtout qu'on a un indice dollar qui va continuer à monter parce qu'on a un intérêt à acheter de la dette américaine. Et pour acheter de la dette américaine, il faut quoi? Il faut du dollar. Ça c'est plutôt négatif pour les assets à risque. Par contre, quand on réfléchit un petit peu, ça veut dire qu'à un moment donné, bon, plus on va monter haut, plus on aura la capacité à descendre. Ça veut dire que plus on a un BTC et des crypto-monnaies qui maintiennent leur cap, plus on aura derrière une valorisation très forte lorsque on redescendra, parce que dans tous les cas, le dollar américain redescendra, quoi qu'il arrive. Si je dois faire un petit résumé sur cette partie-là, il faut comprendre que là actuellement, l'économie américaine donc est très résiliente, on a la capacité de pouvoir financer par la suite, on aura la capacité au niveau de la Fed justement de faire le pivot pour les bonnes raisons et dans les temps que l'on a impartis. Alors oui, ça prendra peut-être plus de temps, le pivot va se faire un petit peu plus tard ou de façon plus étalée, mais est-ce que c'est si mauvais que ça? Non, ce n'est pas si mauvais que ça. Et encore une fois, on peut vivre dans une période où l'argent n'est pas gratuit. Et ça, c'est très important à retenir. Ce n'est pas parce qu'on a vécu pendant longtemps dans quelque chose où l'argent était gratuit que ça doit continuer. Actuellement, si on regarde l'écart du taux réel, ça veut dire qu'on va aller comparer l'inflation avec justement le rendement des obligations. Globalement, est-ce que je me protège de l'inflation et est-ce que je gagne de l'argent? Plus c'est positif, plus je gagne de l'argent juste en ayant des bons au trésor américain. C'est magnifique. Mais ça veut dire aussi que les investisseurs n'ont pas forcément une vocation à aller chercher du risque. Par contre, quand on va retourner ici, dans la partie risquée, donc on va se rapprocher de zéro, voire passer en négatif, les investisseurs vont devoir aller chercher du risque pour aller faire du rendement, et ça va être le cas des institutionnels. Et là, pourquoi je vous montre ça? Parce que ça veut dire, concrètement, que ce que l'on est en train de voir sur la crypto, avec notamment les institutionnels qui sont en train de rentrer à travers les différents ETF, on est en train de rentrer dans les ETF alors qu'on n'a pas besoin d'aller chercher du risque. Que va-t-il se passer à ce moment-là quand on va se diriger vers la zone de risque?
bah, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de flux qui vont arriver dans les ETF, spot, Bitcoin, dans les actifs à risque, dans l'equity, c'est-à-dire aussi dans les actions. Donc on aura en fait une hyper-valorisation qui va s'effectuer. Et on est encore loin de ça. Et si vous comprenez bien ce qui est en train de se passer, ça veut dire que si jamais on a la mise en place du pivot de la Fed, on va avoir une diminution de la rémunération qui va s'effectuer, on va avoir à côté donc cette courbe qui va se rapprocher de zéro. Et à côté, on va avoir l'equity qui attend que ça, donc c'est-à-dire les actions, en disant bah ok c'est bon, on baisse le taux de la Fed, on a une capacité de réinvestissement, donc on va pouvoir repartir à la hausse. Et c'est là où il va se passer quelque chose de très très fort et qu'il va falloir profiter. Et ça va se corréler avec une autre analyse au niveau du Bitcoin, vous allez voir dans quelques instants. Il va falloir s'accrocher parce que vous allez comprendre qu'on est vraiment dans une zone d'hyper opportunité. Le point qui est intéressant à voir, ça va être sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est vraiment la TQS qui est en cours de respiration. Et je pense très fortement que quand on aura l'annonce du pivot de la Fed, on va avoir une baisse du Nasdaq et du S&P 500. On peut avoir un retracement de 5, 10, 15% dessus, tout simplement parce que le marché est en train d'attendre ça. Classiquement, quand la nouvelle sera annoncée, on va avoir une respiration du marché avant de repartir. Et une respiration du marché veut dire aussi qu'on aura certainement un retracement au niveau des cryptos, ou en tout cas une pression au niveau des cryptos. Et ce sera certainement un retracement dans le bull run qu'on aura, dans lequel il va falloir investir et ne pas avoir peur, et surtout acheter la peur des autres, parce que vous allez voir que c'est très fort, parce qu'on va rentrer maintenant dans l'analyse du BTC, et pour ça, on va revenir sur ces ETF. ETF dans lequel on continue à avoir de l'injection monétaire, on voit qu'on respire un petit peu, mais ce qui est intéressant de voir, c'est deux choses. Un, ça y est, Genesis a fini de liquider ses parts de Grayscale Capital. Je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus. On va avoir Grayscale Capital qui va encore continuer à avoir des flux sortants parce que c'est logique, tout simplement, parce que ça coûte cher. En fait, Grayscale Capital, c'est le fonds qui coûte le plus cher actuellement. On est sur des fees de 1,5. Donc, tant que on aura encore 300 000 BTC, je pense que, voilà, on aura toujours une pression baissière, ça je vous l'ai toujours dit. Mais on commence à avoir des signes d'une baisse de la pression baissière au niveau de Grayscale Capital parce que les acteurs qui devaient liquider ont fini de liquider. Et surtout, on a des nouvelles plutôt positives qui sont en train d'arriver, notamment Hut8 qui nous explique qu'il a beaucoup de demandes de personnes, de grosses banques, d'institutionnels qui veulent acheter du BTC parce qu'actuellement, il n'y en a plus au niveau de l'offre. Il n'y en a plus actuellement au niveau de Bitcoin. Et c'est quelque chose que l'on voit énormément. Et le dernier rapport de CryptoQuant va dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport date juste de fin mars. Et là, accrochez-vous parce que vous allez avoir l'esprit qui va éclater. Donc, c'est simple. Pour expliquer ce rapport, je vais vous le synthétiser. Très simplement, il nous explique que il y a de plus en plus de personnes qui achètent du BTC, du Bitcoin, qu'il y en a de moins en moins, qu'il y a une liquidité qui est en train de chuter de façon catastrophique, alors que la demande ne fait que monter. Il parle qu'il y a une demande de 40 000 BTC en moyenne, et que c'est une augmentation sur le début 2024. Donc, on augmente de 40 000, la demande de 40 000 BTC par mois. D'accord ? Comprenez bien que c'est par mois, et qu'il y a de moins en moins de BTC qui sont disponibles, malgré le fait qu'en février, donc le 23 février, hein, donc c'est-à-dire un mois avant cette analyse, il y avait 700 000 BTC qui avaient été déplacés par les mineurs dans les OTC Desk. Les OTC Desk, c'est over the counter, c'est globalement, c'est simple, hein, les institutionnels et les ETF n'achètent pas au marché classiquement, ils achètent auprès d'instituts spécialisés, dans lesquels ils ont des prix spécialisés pour éviter de faire fluctuer trop fortement. Ces 700 000 ont été absorbés en un mois. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Et ça se caractérise par exactement ce rapport. Donc quand on commence à rentrer dedans, il faut vraiment comprendre que ce qu'on ne voit pas maintenant, et c'est même très compliqué de le voir on-chain, c'est que on a de moins en moins de BTC disponibles à l'achat, alors que si vous avez compris toute l'analyse macro, on n'a pas encore fait le pivot de la Fed. On n'a pas encore eu le passage en mode risque des institutionnels dans lequel ils doivent aller chercher la performance en prenant du risque. Que la bulle intelligence artificielle n'a pas encore éclaté. Donc n'a pas encore eu sa phase hyperbolique, donc d'hyper-accélération, avant d'avoir une chute. Et que je pense que ça mettra peut-être 1 an, 2 ans. Qu'on a encore une incertitude macroéconomique générale qui est en train de se faire, qui va se régler d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous comprenez à quel point nous sommes dans une zone très
très intéressante. À quel point nous sommes actuellement dans un moment qui est différent de tout ce qu'on a pu vivre dans les autres cycles. Et c'est là où c'est vraiment très important, c'est que pour moi, quand on voit cette typologie de news, mais c'est pas la news en elle-même, moi, qui m'intéresse. C'est ça. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand on parle d'institutionnel, on parle d'institutionnel de fonds d'investissement, mais on ne parle pas de banque. Et si vous vous souvenez, ce dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il y avait une lettre ouverte des différentes banques et des différentes associations bancaires américaines demandant à la Fed pourquoi ils ne pouvaient pas détenir du Bitcoin. Et que c'était un traitement abusif. Clairement, c'est en train de changer, la finance traditionnelle est en train de se transformer et ça va jouer énormément sur le visage des crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il faut justement comprendre l'impact que ça va avoir. Nous sommes actuellement en train de faire un nouvel ATH, donc nous avons fait un plus haut alors que le halving n'était pas encore passé. Le halving, je rappelle que c'est la division par 2 du nombre de bitcoins qui sont créés par bloc. Ça veut dire qu'il y aura 2 fois moins de bitcoins possiblement vendus par les mineurs. Est-ce que vous comprenez l'impact que ça a? Ça veut dire tout simplement qu'on a d'un côté beaucoup de demandes et que ça continue à monter, qu'il y a des nouveaux acteurs qui veulent rentrer dedans, des acteurs avec beaucoup d'argent, et à côté, il y en a que 21 millions à la fin, et que, encore une fois, je le répète, le halving n'est pas encore passé, et dans le halving, on va diviser par 2 le nombre de bitcoins qui sont possiblement vendus par les mineurs. Et que, tout simplement, pour absorber cette demande-là, c'est pas une demande qui va être faite en bitcoin, c'est une demande qui va être faite en dollars. Tout simplement, on va avoir ce qu'on appelle un pricing shock, qu'on a déjà vécu ici, mais qui pour moi est sans commune mesure à ce que l'on pourrait vivre dans les mois qui arrivent, voire les années qui arrivent, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, avec je rappelle, la partie macro, donc c'est-à-dire la fin des élections, la fin de l'incertitude macroéconomique, à côté, la mise en place du pivot de la Fed, une stabilisation de l'inflation dans les alentours de 3% et l'acceptation de ces 3%, une bulle autour de l'intelligence artificielle qui va s'accélérer et qui va accélérer tout simplement les liquidités qui vont être disponibles, et justement la partie réglementation qui va se statuer, qui va se faciliter autour des cryptoactifs, d'ordre général les crypto-monnaies, et ce qui est le cas au niveau de Bitcoin, mais ce qui va être le cas aussi à côté, avec notamment Ethereum, et là-dessus, je pense que le meilleur moyen de comprendre l'impact que ça va avoir, c'est de prendre un peu de recul au niveau de la dominance BTC. Actuellement, nous sommes à 54%, je pense que la grosse target va être les 56%, mais surtout pour moi, ça va être ici le retour aux 60%. Pourquoi 60%? Parce que nous sommes actuellement dans un moment où les flux monétaires sont en train de se diriger au niveau de Bitcoin. C'est lui qui va drainer les liquidités lorsqu'on aura les pivots, lorsqu'on aura tout ce que je vous expliquais avant, c'est lui qui va drainer la liquidité. Donc on va avoir une hyper valorisation de BTC, un repricing event au niveau du Bitcoin, et ensuite on aura le départ de la alt season. Et pour moi, on aura ici quelque chose qui se structurera dans cette zone-là avant de descendre. Potentiellement avant, oui, mais je pense que le avant sera déterminé par une autre nouvelle, c'est ici l'ETF spot Ethereum. Donc c'est quelque chose qui est très fort. On va parler de JP Morgan, il pense qu'il y a 50% de chances que ce soit validé ou pas. Bref, ça importe assez peu, mais c'est juste pour noter le fait qu'il y a peut-être quelque chose dans cette annonce qui est vrai, c'est que, en effet, il y a un scénario où en mai, on peut dire non à l'ETF Ethereum, et ensuite se diriger où? Tout simplement au tribunal pour que ce soit validé par la suite. Exactement ce qu'on a connu au niveau de l'ETF spot Bitcoin. Encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait arriver ou en septembre. Donc refusé en mai, un petit peu ce que l'on a connu au niveau de Grayscale, mise en place du tribunal, action du tribunal, redépôt en septembre, et derrière validation entre septembre et janvier, février 2025. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il pourrait avoir, et donc là, quand on aura ça sous-entend qu'on aura un nouvel apport de liquidité qui va se diriger où? Dans Ethereum, qui est en sous-performance depuis déjà très longtemps, qui n'attend que ça, et tout l'écosystème d'Ethereum, tout l'écosystème, ce qu'on appelle EVM compatible, toutes les layers 2, toutes les cryptos qui sont potentiellement classifiées comme des securities, auront un essor phénoménal, et donc derrière, on aura la mise en place de la chute au niveau de la dominance, et l'arrivée de la alt season, et des hyper-performances au niveau des cryptos. Et c'est pour ça que je vous dis qu'encore une fois, arrêtez de penser d'ordre général qu'on est toujours trop. Arrêtez d'avoir cette vision court-termiste que l'on peut avoir pour des mauvaises raisons. Ce n'est pas parce que ici nous sommes dans un ATH que on ne peut pas aller plus haut. Pour moi, ma vision générale, c'est qu'on va aller plus haut. Et on va aller beaucoup plus haut que dans les targets qu'on s'est potentiellement
fixé que les targets que l'on a justement dans cette notion de diminution de la volatilité avec l'augmentation de la liquidité, qui est quelque chose qui est très finance traditionnel, mais dans lequel on oublie que Bitcoin, on ne peut pas le multiplier, on ne peut pas le diviser plus que les Satoshi, on ne peut pas aller encore plus loin, on ne peut pas générer de nouvelles actions. Et quand on regarde quelque chose comme Nvidia, par exemple, dans lequel on a une hyper valorisation de Nvidia, et qui pour moi va continuer, bah, tout simplement, la seule chose qui diffère avec Bitcoin, c'est que Bitcoin, on ne peut pas émettre de nouvelles actions. On ne peut pas émettre de nouveaux Bitcoin. On ne peut pas avoir un nouveau Bitcoin. On ne peut pas avoir une fractionnabilité de la liquidité. Et c'est la force, justement, de Bitcoin. Et c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres actifs. Et c'est pour ça que je pense que le repricing event va être assez fun et va être vraiment très, très fort. Là-dessus, pour moi, je vais vous expliquer mes targets dans quelques instants, vous inquiétez pas. Mais avant, juste petit disclaimer par rapport à ça. Prenez aussi en considération qu'il peut avoir des retracements, qu'on peut aller chercher les 50 000 sans aucun problème et qu'il faut ne pas avoir peur dans ces moments-là. C'est justement la compréhension de là où on en est, de ce qui est en train de se passer. Tout ce que je vous donne, là, c'est pour vous conforter dans l'idée que ça va éclater à la hausse et que justement, oui, on va avoir des retracements, mais ça va être en fait tout simplement des opportunités. Et on peut avoir des événements de peur très très forts, comme par exemple un durcissement de la guerre ou de la géopolitique entre les USA et la Chine, ou la Chine versus Taïwan. Voilà, on peut avoir tout ça qui peut être mis en place et ça va être des impacts forts au niveau du cours à la baisse, que ce soit sur la macro US, que ce soit derrière sur le Bitcoin. Mais est-ce que ça changera drastiquement les choses? Encore une fois, non. Les indicateurs long terme nous montrent qu'on est plutôt parti dans quelque chose qui va être très positif. Et il faut prendre du recul par rapport à l'apport général. Et c'est la vision que j'ai. Encore une fois, c'est très subjectif. C'est par rapport aux analyses que je fais, par rapport à la vision générale que j'ai et que j'ai pu changer, encore une fois, parce que l'important, c'est de se préparer à ce qui va se passer et de suivre les indicateurs qui sont très factuel. Si les indicateurs en eux-mêmes et la vision qu'on en a évoluent, il faut faire évoluer sa stratégie. Donc pour moi, en termes de target, on va sortir le cap des 100K, on va sortir le cap des 150K, potentiellement on peut aller beaucoup plus haut. Mais dans tous les cas, pour moi, ça va être au niveau des altcoins qu'on risque d'avoir une hyper valorisation. Parce que les altcoins sont bridés actuellement par la réglementation aux USA, par beaucoup d'éléments et que le flux est en train de se diriger vers Bitcoin. Et quand on aura une hypervalorisation de Bitcoin et que cette hypervalorisation sera terminée, il y aura quelque chose de très très fort à jouer sur les altcoins. Et c'est justement quelque chose qui se prépare maintenant. Arrêtez de penser que c'est parce qu'un actif a surperformé qu'il ne veut pas continuer à surperformer. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Pendle. Pendle, je vous l'ai présenté par exemple quand il était à 30 centimes, quand il était à 1 dollar, quand il était à 1,50 $, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. Et actuellement, là au moment où je fais la vidéo, il est dans les alentours de 7 dollars. Oui, il continue à performer. Oui, à un moment donné, il retracera, il respirera. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas continuer à performer? Non. Cette idée-là, ce biais-là, est faux. Vous devez changer votre façon de penser, vous devez réfléchir sur du moyen long terme, et c'est pour ça que dans cet hebdomadaire, je ne vais pas rentrer réellement dans ce qui se passe dans la semaine ou dans la journée, il y a les quotidiennes pour ça, et là on prend une vision macro, parce que oui, nous sommes dans une zone d'achat qui va être intéressante ici, et que pour moi, on va avoir potentiellement, oui, un retracement, comme peut-être pas, hein, en fait, ça importe assez peu, et ensuite, on va décoller, et quand on va décoller, ça va être violent, parce que on va avoir un choc de la demande, on va avoir un choc du prix. À un moment donné, oui, il y aura des bitcoins qui seront vendus, mais il y aura toujours moins de bitcoins disponibles par rapport au volume nécessaire pour combler la demande. Et quand on voit ce qui s'est déjà passé, et qu'on se projette par rapport au reste du volume qui est en attente de nouveaux acteurs, de réglementation, d'un besoin de performance, tout ce que je vous expliquais avant, bah à ce moment-là, on se dit qu'en effet, on peut avoir une hyper accélération. On peut, la target de ces 300 000 dollars qui avait été abordée à plusieurs reprises, peut être très vite atteinte. Parce qu'en effet, ce repricing event, donc le fait d'avoir un rééquilibrage entre l'offre et la demande, elle se fait par quoi? Bah, elle se fait simplement par le prix du Bitcoin. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est quand on comprend qu'il y a un repricing event et qu'il est actuellement temporisé et on le voit par les différents ETF. On voit que quand on a une accélération de la demande, on a une accélération du prix. Quand on voit qu'on a une baisse de la demande, on a une respiration du Bitcoin. Et justement, quand on comprend ce qui va se passer au niveau de la macroéconomie, on se dit « Ah oui, d'accord, ça veut dire qu'on va aller chercher
beaucoup plus haut quand on aura de l'injection monétaire massif. Et c'est exactement la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, pour vous faire comprendre qu'il n'est pas trop tard, que nous sommes au bon moment, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire les bons choix, et j'espère que vous les ferez et que vous vous préparez à tous les scénarios parce que c'est le plus important. Et d'ailleurs, pour vous préparer, n'oubliez pas que vous avez un guide 100% gratuit qui est en description et en commentaire, dans lequel vous gérez la partie psychologie, la partie achat, la partie vente, 100% gratuit, en commentaire ou en description. Et on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, si elle vous a aidé, n'oubliez pas, c'est très simple pour me soutenir, likez, partagez cette vidéo, distribuez-la à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que ça ouvre les yeux sur ce qui est en train de se faire, tout simplement, factuellement. Et abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.